Bonjour et bienvenue dans la robe numérique. Cette semaine, on va parler d'OSINT, c'est-à-dire d'analyse de données en source ouverte. Alors, pour parler de ce sujet, je reçois Sylvain Hagery, qui est le fondateur de Epios, qui est une solution, enfin plutôt un site dans lequel vous pouvez saisir une adresse mail et voir ce qui ressort. C'est assez drôle pour découvrir où est-ce que vous avez été enregistré, où est-ce que cette adresse mail est passée. Il va nous décrire tout ça, il va nous dire à quoi ça sert aussi pour les entreprises au quotidien. Merci Sylvain d'être au micro de la robe numérique. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, Sylvain, tu es aussi le fondateur d'une communauté quand même assez grande maintenant, avec plus de 6000 personnes, qui est la communauté osintfr.com. Ouais, c'est ça, en fait, je suis cofondateur de la communauté osintfr.com, qui est une communauté informelle internationale, alors même s'il y a le nom FR dedans. Donc là, le jour de l'enregistrement, on est un peu plus de 6500 dessus. Et nous, notre but, c'est de démocratiser l'OSINT, donc Open Source Intelligence, appelé aussi ROSO en français pour renseignement d'origine source ouverte. Et en gros, ça va être de l'investigation que l'on va faire ensemble, mais on va faire également de la veille. Et on va faire de plein de choses. Alors, aujourd'hui, tes clients sont tout type de personnes slash entreprises ou organisations. Est-ce que tu peux nous présenter un peu les personnes ou les entités qui sont intéressées par ce type de renseignements? Ouais, complètement. Alors, je pense qu'il faut commencer avec une définition de l'OSINT déjà. Donc, comme je disais auparavant, Open Source Intelligence, donc ça vient du monde du renseignement. L'origine à peu près de l'OSINT, ça vient de la Seconde Guerre mondiale, mais en fait, il y a des documents qui sont réapparus ces derniers temps, notamment un document de la Gendarmerie nationale en 1918 qui disait qu'en fait, on pouvait récupérer énormément de renseignements dans la presse papier, ce genre de choses. Donc l'OSINT, cet acronyme, en fait, ça va être la collecte et l'analyse d'informations à partir de sources ouvertes, de sources publiques. C'est-à-dire, on va récupérer de nombreuses informations, que ce soit dans la presse, dans les réseaux sociaux, des vues satellitaires, par exemple, ou alors encore de la radio. On peut le voir avec le conflit russo-ukrainien, où vous avez, par exemple, des talkie-walkie russes qui ne sont pas du tout protégés. Et en fait, on va récupérer ces différentes communications pour pouvoir les analyser. Alors, beaucoup de personnes pensent qu'on on va justement juste collecter de l'information sur Internet et de voir qu'il y a l'information sur X, sur tel réseau social, sur tel réseau social, pardon, et donc que c'est de l'OSINT. Mais en fait, une partie analyse est super importante. La collecte ne fait pas tout, et vous avez le problème avec certains services de renseignement comme la NSA qui collectait énormément de données à l'époque. Mais en fait, il fallait pouvoir les traiter. Si vous ne savez pas la traiter, vous n'allez pas avoir un renseignement fiable. Et alors, aujourd'hui, dans ces typologies-là, actuellement, on a beaucoup d'enquêtes même qui sont nourries par ces renseignements en source ouverte. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples emblématiques d'enquêtes sur lesquelles l'OSINT t'a permis de faire avancer les investigations? Ouais, complètement. Peut-être que les auditeurs ont déjà entendu parler de l'organisation qui s'appelle Bellingcat, l'organisation britannique. Donc il y a une ONG qui avait fait pas mal d'investigations sur l'affaire Skripal, Navalny ou encore sur le MH17. C'est-à-dire, vous savez, cet avion de ligne qui a, du jour au lendemain, s'est crashé. On ne sait pas trop pourquoi. Et en fait, bah, il y a des personnes qui ont regardé un peu sur les réseaux sociaux, qui ont regardé pas mal de choses et qui ont vu qu'il y avait un matériel militaire qui était dans la même zone au même moment. Et avant le crash, il avait par exemple, je sais plus le nombre de missiles, mais il avait 6 missiles. Je suis pas très bon en matériel militaire, désolé. Et en fin de compte, après le crash, on voit le même véhicule mais avec 5 missiles. On se dit bon bah c'est bizarre et il continue d'investiguer. Sur le territoire français, on a une investigation qui est assez marrante et c'est Hervé de Open Facto qui m'en avait parlé. Je n'étais pas du tout au courant. C'est sur l'affaire de succession de Johnny Hallyday. Et on peut dire, qu'est-ce que l'OSINT a à voir? Et en gros, c'est un conflit entre la femme de Johnny Hallyday, il me semble, et entre les enfants. Et donc, c'était une dispute. Bon, bah voilà, Johnny Hallyday, il est dépendant de quel régime fiscal? Du régime fiscal français, ou alors, il était où? Il était aux Seychelles, c'est ça? À Saint-Barth, non? Saint-Barth, merci beaucoup. Ou alors le régime fiscal de Saint-Barthélemy. Et en gros, en fait, l'investigation OSINT a permis de voir, notamment grâce à son compte Instagram, qu'il était beaucoup plus présent sur le territoire national, sur le territoire français qu'à Saint-Barthélemy. Et donc, on a pu comme ça a pu apparemment aider justement la juridiction à pouvoir se prononcer sur cette problématique.
Donc en fait, on peut voir qu'il y a certes de l'OSINT pour lutter contre les services de renseignement qui font un peu des choses offensives, on va dire, mais ça peut être aussi dans la vie de tous les jours pour une affaire de succession. Alors, maintenant, tu pourrais nous expliquer un petit peu comment ça marche, Epios. Alors, pour, que les auditeurs comprennent, on arrive sur une page, donc epios.com, et là, on nous demande une seule chose, de rentrer une adresse email. Ouais, en fait, quand j'ai développé ça, j'ai voulu vraiment le rendre le plus accessible possible, comme si c'était un moteur de recherche. C'est-à-dire, pas avec. Il y a beaucoup de logiciels OSINT qui existent, donc en Python ou même avec des interfaces graphiques, mais en fait, avec plein de liens, enfin, il y a trop de détails. Et moi, je veux aller à la simplicité. Et donc, en fait, bah, vous mettez une adresse mail, peu importe laquelle. Ça peut être une Gmail, ça peut être une ProtonMail. Et donc, cette adresse mail, en fait, bah, moi, je vais regarder sur différents réseaux sociaux, sur différentes plateformes sur Internet, où cette adresse mail est inscrite, ou alors qu'est-ce que les réseaux sociaux me donnent sur cette adresse mail. Donc, par exemple, vous mettez une adresse mail, je sais pas, xyz@protonmail.com. Et en fait, si la personne a créé par exemple un compte Google avec cette adresse mail, vous allez avoir par exemple le nom qu'il avait indiqué. Alors, à des moments, des personnes gèrent pas très bien leur OPSEC. Donc, Operation Security, c'est les manières de se protéger sur Internet durant des investigations ou durant des opérations. Et donc, bah, par exemple, vous allez avoir le nom-prénom de la personne derrière xyz.protonmail.com. C'est pas toujours le cas, mais ça peut être le cas. Vous allez avoir notamment le last update, quand est-ce que la personne a modifié pour la dernière fois son compte Google. Et ça, c'est assez intéressant, notamment. Il y a l'affaire d'un Instagrammeur américain qui avait tué sa copine Instagrammeuse il y a quelques mois, qui est assez connu. Et en fait, bah, les forces de l'ordre américaines ne savaient pas si la personne s'était suicidée ou si la personne, bah, elle était tout simplement en fuite. Et grâce à l'outil Epios, en fait, ils ont pu voir, on a un article d'ailleurs dans The Sun et puis le Daily Mail par rapport à ça, on a pu voir que en fait, bah, la personne, elle était en fuite parce qu'elle avait encore accédé très récemment son compte Google. Et donc, ils ont continué l'investigation comme ça, et ensuite, ils l'ont retrouvé, il s'est suicidé. Et ce qui est assez cocasse, c'est qu'en fait, grâce à Epios, on pouvait voir que la personne était toujours en fuite. Et un jour après, il se suicidait. Et vous allez voir notamment une chose beaucoup plus intéressante, c'est les reviews. C'est-à-dire que peut-être que vous donnez des avis sur Google Maps d'un restaurant, soit qui vous a satisfait ou pas du tout satisfait. Et là, si vous avez mal géré les paramètres de confidentialité, n'importe qui peut retrouver l'ensemble des avis Google que vous avez laissés. Et donc, pour la démo, je montre souvent, par exemple, un ancien ministre de l'Intérieur, où en fait vous pouvez très facilement deviner son adresse mail avec prénom.nom@gmail.com par exemple, et en fait retrouver l'ensemble des informations le concernant, l'ensemble des reviews qu'il a donné. Alors ça peut être utilisé par des cybercriminels pour faire des attaques de phishing ou de spear phishing. Donc si on sait que vous avez visité le magasin Daffy Scoot Manosque il y a 2 jours, je peux très bien vous envoyer un mail en me faisant passer pour Daffy Scoot Manosque, et donc votre vigilance va baisser. Mais ça peut être aussi utilisé, notamment j'ai des forces de l'ordre qui utilisent Epios dans des affaires par exemple de pédopornographie, où en fait bah, ils ont une adresse mail, et grâce à ça en fait ils arrivent à voir que bah, par exemple la personne elle a laissé pas mal d'avis dans des restaurants d'une même ville et d'un quartier bien spécifique. Et donc ça les aide à investiguer et à savoir que la personne vit par exemple à tel endroit. Alors, juste pour bien, qu'on comprenne, c'est pas toi qui recherches, hein, c'est vraiment, le logiciel. C'est un système automatisé de recherche avec des connexions API qui se font avec, différents, sites. Ouais, complètement en fait. Moi, je fais pas d'intrusion dans un stade, donc dans un système de traitement automatisé de données. Non, non, moi c'est uniquement de la donnée qui est publique sur Internet. Et en gros, bah, je regarde juste où est-ce qu'elle est publique, et en fait, je facilite la tâche de l'analyste qui fait son travail manuellement. Mais je récupère pas de leak, par exemple. Maître Le Dieu justement a fait un article sur ça, sur l'exploitation des leaks justement, et sur l'illégalité, parce que c'est du recel, c'est ça, hein, tu me Mmh, dis. tout à fait. Et donc non, non, moi j'utilise pas du tout ça, c'est de la donnée qui est mise à disposition par les utilisateurs eux-mêmes, qui les publient sur Internet en fait.
Et on a fait un épisode avec Marc-Antoine et vous pourrez retrouver l'épisode sur la robe numérique justement. Alors, sur l'utilisation par les entreprises ou par les organisations, aujourd'hui, donc, tu as une solution qui est complètement gratuite, 100% gratuite. Tu peux me connecter, n'importe qui peut se connecter, taper son adresse mail et voir ce qui ressort. C'est assez édifiant parfois. Et tu as aussi une version payante. Mmh, complètement, ouais. Alors, Heu, est-ce que tu peux nous dire combien ça coûte et quels sont les services que ça apporte en plus? alors en fait, la version payante, ça va être, là, pour le moment sur Epios gratuit, donc vous avez même pas besoin de créer un compte ou rien, c'est vraiment un moteur de recherche. Vous mettez epieos.com, donc epios.com, et vous arrivez directement dessus. Vous mettez n'importe quelle adresse mail et je vais vous donner les résultats sur Google et je vais vous donner également les résultats d'un outil qui s'appelle Olé, qui a été développé par Palenas, un membre de la communauté osintaffaires.com, qui va vous dire où est-ce que l'adresse mail est enregistrée. Donc ça, c'est la version gratuite. Sur la version payante, donc en fait, c'est un abonnement de 29 € par mois qui permet de faire 50 recherches par mois. Et donc, vous allez avoir environ 15 réseaux sociaux. C'est-à-dire que certes, vous avez eu Google, mais vous avez trouvé ça marrant. Mais je vais vous donner par exemple Strava, c'est-à-dire le compte de running qui est utilisé par la personne, avec ses dernières courses, quand est-ce qu'il a fait ses dernières courses et où est-ce qu'il a fait ses dernières courses. Et ça parce que la personne a mal géré ses paramètres de confidentialité. Vous allez avoir par exemple LinkedIn. Et je vais vous dire, bon bah voilà, telle adresse mail est liée à ce compte LinkedIn. Alors vous vous dites, ok, par exemple, je sais pas, pierre.dupont@gmail.com, je me doute que c'est Pierre Dupont sur LinkedIn qui est derrière. Ça m'intéresse pas énormément. En fait, c'est assez marrant parce que à des moments, des adresses mail vont être utilisées pour pouvoir créer de faux comptes. Soit dans de la partie juste pour faire de l'investigation par des personnes, soit aussi par des réseaux de désinformation. Et donc, en fait, vous pouvez justement retrouver des réseaux de désinformation grâce à ces fonctionnalités. Parce que les personnes ont fait des erreurs. Et donc, vous allez avoir un compte Jack ou John Doe, alors que l'adresse mail est Pierre Dupont. Et là, vous dites, OK, bah, il y a des liens. Et donc, nous, en tant qu'analystes aux INS, ce qu'on cherche, donc que ce soit des forces de l'ordre, que ce soit des personnes qui bossent dans la cyber threat intel, pour pouvoir traquer des APT, des groupes de ransomware, ce genre de choses, en fait, ce qu'on cherche, c'est des pivots. C'est-à-dire, ok, j'ai une information, mais maintenant que j'ai cette information, il me faut de nouvelles informations pour pouvoir pivoter. C'est-à-dire que si j'ai un nom-prénom, bah ok, je fais toutes les recherches sur les noms-prénoms, bon bah ça n'a rien trouvé. J'ai un pseudonyme, ok, ah bah là le pseudonyme c'est quelque chose que j'avais pas tout à l'heure. Et donc en fait, bah maintenant je vais faire des recherches sur le pseudonyme. Et le pseudonyme peut-être va me donner une nouvelle adresse mail, etc. Et en fait, ça nous permet d'avancer dans l'enquête. Et moi justement, le but avec Epio, c'est de faire ce genre de choses, c'est de donner plus facilement des pivots aux gens. Notamment avec de l'investigation sur des adresses mail. On a également des fonctionnalités en cours de développement sur de la partie pseudonyme, donc retrouver un pseudonyme où est-ce qu'il est inscrit, mais également sur de la partie numéro de téléphone. C'est-à-dire avec un numéro de téléphone, je vais être en mesure de vous retrouver un compte Telegram d'une personne et de dire, bah voilà, sa photo de profil, c'est ça. La dernière fois qu'il s'est connecté, c'était à tel endroit, et enfin pas à tel endroit, pardon, mais à tel moment. La photo de profil, on n'en parle pas assez souvent, mais c'est très efficace, notamment si vous avez une photo de profil assez spécifique. On peut très bien retrouver, enfin faire une recherche inversée de cette photo de profil. Vous allez sur Google ou sur Yandex, vous faites des recherches inversées d'images, et donc ça va vous permettre de vous dire où est-ce que l'image est utilisée, sur quel autre réseau social, sur quel autre site web elle est utilisée. Et donc ça fait de la reconnaissance faciale et c'est assez bluffant. Moi j'ai eu des cas d'investigation où vous mettez une photo de profil de quelqu'un qui date d'il y a 5 ou 10 ans et vous retombez sur une photo de profil assez récente de la personne prise il y a 6 mois et sur un autre site web. Et donc ça va vous permettre encore de pivoter. Alors, si on pense à la lutte contre la criminalité, je me demande si c'est une bonne idée d'expliquer comment ça fonctionne. Ouais, en effet. En fait, ça, c'est des techniques qui sont utilisées vraiment par tout le monde. Et c'est un peu la technique du voleur et du gendarme. Et c'est-à-dire que c'est la même chose pour, par exemple, vous êtes un fabricant de couteaux, par exemple, vous vous appelez Opinel. Vous pouvez l'utiliser pour couper du saucisson, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour tuer des gens. Malheureusement, l'OSINT, en fait, bien sûr, il y a une partie très louable qui va servir, et on le voit dans la partie du conflit russo-ukrainien, où ça permet de géolocaliser, ça permet de documenter pour éventuellement documenter des crimes de guerre plus tard et pour aller en justice sûrement. Mais en fait, ces techniques peuvent être utilisées aussi par les personnes malveillantes. Et ça, il faut en avoir conscience. Malheureusement, en fait, c'est une course effrénée entre les deux.
Entre les gentils et les méchants. C'est ça, exactement. Hem, alors aujourd'hui, dans le cadre de la communauté ou même dans le cadre, des PIOS, l'actualité, du quotidien, elle est rythmée par quoi? Donc là, on imagine bien, pour le conflit, actuellement en Ukraine, mais j'imagine aussi que tu as dans ta communauté beaucoup de personnes qui cherchent à faire de l'osine pour, rendre justice et qui sont pourtant pas des forces de l'ordre. Comment vous gérez ça? Ouais, c'est une excellente question. Vraiment, nous, dès qu'on a créé, en fait, l'histoire de osintfr.com, on a créé la communauté en 2019. Et en fait, le but, c'était de faire une communauté déjà multinationale, c'est-à-dire vraiment, peu importe les nationalités, on va regrouper tout le monde, on veut juste regrouper des passionnés. Et peu importe aussi les fonctions des gens, leur poste. C'est-à-dire qu'on va avoir des personnes qui travaillent dans la cybersécurité, on va avoir des juristes, des avocats, on va avoir de l'intelligence économique, on va avoir des personnes qui travaillent à l'usine. Et nous, c'est notre but parce qu'en fait, on va avoir vraiment un melting pot. Elle est bien sûr, malheureusement, le Zint est très souvent associé au doxing ou alors au stalking. Alors, c'est des termes peut-être que vous connaissez pas. Doxing, c'est vraiment c'est prendre, c'est retrouver des informations sensibles sur une personne et les publier sur Internet. C'est du harcèlement. Et le stalking, c'est aussi du harcèlement. Nous, on cautionne pas du tout ça, mais en fait, ils utilisent de l'OSINT. On peut utiliser de l'OSINT pour faire ça. Donc nous, en fait, déjà, on a un règlement, donc voilà. Et notre but, on est une communauté d'éducation populaire. On est là pour accompagner les gens. Donc il y a des personnes, évidemment, peut-être que certains de nos auditeurs qui ont travaillé dans la cybersécurité ont commencé à faire des choses à la limite du légal. Eh bien, nous, on est là pour dire non, non, mais regarde, là, tu veux t'entraîner sur une personne de ta promo ou je sais pas quoi à stalker. Non, c'est pas le but. Regarde, en revanche, par exemple, il y a un projet de Europol qui s'appelle Trace and Object Stop Child Abuse, où en fait ils vous mettent des objets qui sont tirés de contenu pédopornographique et ils vous disent bah faites de l'osine dessus, retrouvez par exemple ce fer à repasser où est-ce qu'il est vendu ou ce pyjama où est-ce qu'il est vendu, retrouvez l'origine et vous pouvez nous l'envoyer et ça va nous aider dans l'investigation. Et en fait nous justement on est là à faire des formations, à aider ces personnes qui veulent se former à l'osint pour pouvoir justement participer à ce genre de programme. Alors beaucoup sont un peu utopistes et veulent faire justice par eux-mêmes. Nous on n'est pas là pour remplacer les forces de l'ordre, clairement. En revanche, on participe au programme des forces de l'ordre. Donc, par exemple, Trace and Object, ou alors ça peut être les fugitifs de Europol, ou alors les Red Notice de Interpol. Et certains membres de la communauté ont fait des recherches sur des personnes qui sont recherchées depuis plus de 12 ans, et ils les ont retrouvées en 3 heures. Donc, c'est vraiment c'est assez impressionnant. Bien sûr, beaucoup de personnes veulent se sentir utiles, mais on n'est pas là justement pour pouvoir faire justice par nous-mêmes. Oui, alors ça, c'est important quand même de le rappeler, de pas faire justice soi-même et bien de rapporter, les preuves, aux forces de l'ordre parce que, en fait, on peut saboter complètement une procédure en collectant des preuves ou en dévoilant certaines choses. Donc, voilà, grande vigilance, sur cet aspect, pour les personnes qui décident de se lancer dans ces activités. Com- Là-dessus, c'est vraiment Complètement. très important. Mais en plus, il y a quelque chose qui est super, super important dans l'OSINT, c'est la partie OPSEC, donc la partie sécurité opérationnelle. C'est-à-dire que quand je vais faire une investigation, en fait, l'OSINT, c'est uniquement passif. C'est-à-dire, je vais collecter de l'information. Quand vous allez créer un compte LinkedIn et Mmh. commencer, par exemple, à vous connecter avec la personne sur LinkedIn ou commencer à lui parler, ce n'est plus de l'OSINT. Mmh. Et ça, c'est interdit. Nous, on refuse ce genre de choses et la plupart des personnes, des praticiens de l'OSINT ne font pas ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'en fait, juste de rentrer en contact avec quelqu'un, par exemple, sur un réseau social, juste d'envoyer une demande d'amis, ça peut déjà donner des suspicions à la personne. Et peut-être qu'il y a des investigateurs qui travaillent déjà dessus, et en fait, vous allez saboter leur travail. Nous, c'est uniquement de la partie passive, c'est tout ce qui est déjà accessible sur Internet. Et donc, En fait, ouais. ouais, ça va potentiellement saboter le travail et ça peut également mettre en danger la personne. Ah, complètement, bien sûr. C'est-à-dire que peut-être que vous connaissez la communauté La Katiba des Narvalo, donc qui est une communauté qui faisait de la traque de djihadistes français. Enfin, quand vous allez vous attaquer à des personnes qui, par exemple, sur du djihad, et que vous avez une mauvaise obsèque et que vous commencez à vouloir faire justice par vous-même, faire le petit justicier, à vouloir trouver des choses en OSINT, bah, la personne, elle peut très bien, je sais pas, avoir par exemple un IP logger, voir votre adresse IP, vous n'avez pas de VPN, vous n'avez rien, vous faites ça depuis chez vous.
vous retrouver parce que la personne a des contacts, et puis directement porter atteinte à votre, à votre personne, quoi. Mmh. Ouais, à votre sécurité, à celle des proches. Ouais. Ouais, complètement, ouais. Alors, j'ai vu que tu avais eu un magnifique combini. Ouais, merci. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres choses là qui sont en préparation pour Epios? Ouais, alors nous, c'est surtout la partie logicielle. On essaie de se concentrer le plus possible sur la partie logicielle pour rendre quelque chose de très efficace et de très stable. C'est le gros problème dans l'OSINT, c'est qu'il faut faire une veille permanente et Mmh. que bah, vous avez une technique. Peut-être que les personnes qui faisaient de l'OSINT à l'époque utilisaient le moteur de recherche Facebook Graph Search sur Facebook à l'époque. Pour ceux qui ne connaissent pas Facebook Graph Search, ça vous permettait de faire des requêtes assez complexes, mais juste dans une barre de recherche. Et vous disiez par exemple, bah voilà, je veux voir l'ensemble des personnes qui travaillent dans l'entreprise X et qui sont homosexuels par exemple. Et ça, Facebook vous donnait l'ensemble des personnes qui étaient homosexuelles et qui travaillaient dans l'entreprise X. Donc ça a été utilisé, par exemple, on pouvait faire des choses. Je veux voir l'ensemble des personnes qui mangent du porc et qui aiment la page porc, par exemple, et qui disent qu'ils sont de confession musulmane ou juive. C'était vraiment, en fait, c'était accessible à n'importe qui. On pouvait faire des choses très mal avec ça. Ça a été supprimé depuis. Mais en fait, beaucoup d'investigateurs en OSINT se reposaient sur Facebook Graph Search pour faire des recherches. Et en fait, du jour au lendemain, bah, ça a disparu. Et donc, bah, il a fallu trouver des techniques. Et nous, c'est notre travail au sein des EPO, c'est de faire notre veille en permanence sur les techniques et d'avoir des techniques qui fonctionnent, mais aussi d'en avoir en réserve pour le jour où ça fonctionne plus, on puisse en rajouter qui permettront aux investigateurs d'avancer. Donc, on a la partie vraiment sur l'outil qu'on développe beaucoup. Sinon, on fait également de la formation de base, que ce soit pour du journaliste, que ce soit pour des personnes qui veulent faire du GeoInt, qui veulent juste avoir des bases en OSINT, enfin, ou alors très personnalisé pour des professionnels. Et on a également une partie investigation qu'on fait, qu'on essaie de réduire pour se concentrer sur la partie logicielle, mais ça nous arrive d'en faire, notamment sur des due diligence pour de la fusion-acquisition, où on peut nous demander des choses, ou par exemple sur des pays très spécifiques. C'est-à-dire qu'on va vous dire de faire une due diligence parce que, alors la loi Sapin 2, pour les personnes qui sont assez fans de droit, alors t'en parleras beaucoup mieux que moi, Oriana, mais on a une obligation, tu me dis si je me trompe, on a une obligation de due diligence en fait sur certains partenaires, c'est Mmh. ça? Oui, c'est ça. Et donc, en gros, bah, par exemple, vous avez un partenaire, je sais pas, en Chine ou en Russie ou dans un autre pays, mais vous voulez faire votre due diligence, bah, peut-être que vous avez votre base de données, mais c'est pas suffisant. Eh bien, nous, justement, on travaille avec des linguistes et des investigateurs OSINT qui sont spécialisés sur la Chine, sur la Russie, sur l'ensemble des pays un peu partout dans le monde, et qui ont les capacités, justement, de faire ces investigations, etc. Mais ça peut être pour des forces de l'ordre, ça peut être de la géolocalisation, etc. Mais tout en respectant la loi, je tiens à le préciser. Bravo. Tu as quand même un appel, concernant la loi, hein, sur le fait de clarifier le cadre, juridique aujourd'hui. Ouais, complètement. En fait, je suis pas le mieux placé. Il y a des personnes qui sont très bien, qui connaissent très bien ce type de problématique et qui m'accompagnent un peu. Bah, notamment Jean-Philippe Gaulier qui nous a mis en relation. Je tiens à le remercier d'ailleurs et à lui faire une petite dédicace. Euh, En gros, en France, après je suis pas juriste, moi je viens vraiment du monde de la cybersécurité. En France, bah déjà, vous avez les leaks, donc les fuites d'informations, comme on a dit tout à l'heure, vous pouvez pas les utiliser parce que c'est considéré comme du recel. En revanche, ça peut être des informations très pertinentes pour certains investigateurs OSINT. Dans certains pays, ils l'utilisent. En France, c'est pas possible. Mmh. Mais on va voir aussi la partie, bon, voilà, même si la donnée est accessible sur Internet, est-ce que j'ai le droit de l'exploiter ou pas? Là, c'est sûr que c'est assez difficile parce que vous avez du RGPD, bien évidemment, avec vous avez un droit de consultation, de modification, de suppression de la donnée. Mais en fait, la personne met elle-même Pas elle-même informé. des informations sur Internet. Mmh. Et c'est assez difficile de voir justement avec d'autres pays qui ont vraiment commencé à réfléchir un peu plus sur ces problématiques, notamment par exemple l'OSINT en France est un peu développé, commence à être bien développé depuis quelques années, mais on est encore en retard par rapport aux pays anglo-saxons. Nous, par exemple, la jurisprudence que je connais, la chose qui se rapproche le plus de l'OSINT, c'est l'affaire Bluetooth en fait qui a été assez médiatisée à l'époque. Ça date maintenant de quoi? D'il y a 10 ans, je pense, l'affaire Bluetooth. Pour ceux qui ne
connaissent pas, c'est une personne donc qui avait fait des Google Docs, donc qui avait fait des requêtes bien spécifiques sur Google, qui est accessible à n'importe qui, pour dire bon bah voilà, je veux voir l'ensemble des PDF où il y a écrit par exemple tel terme. Et en fait, il avait accédé à des documents qui étaient confidentiels, mais qui étaient ouverts sur Internet. Il n'y avait pas de protection. Et donc, bah, ça a fini qu'en fait, il a été, alors comment on dit le bon terme? Il a été en tort, c'est ça? Oui, il a Euh, été condamné. il a été condamné, merci. Il a été condamné pour avoir justement pour avoir accédé à des documents qui sont confidentiels, mais qui étaient référencés par Google et qui n'avaient pas de protection. Donc voilà. Et ça, c'est à mon sens, je pense, la jurisprudence la plus connue dans le monde de l'OSINT, et il n'y a rien qui s'en rapproche encore un peu plus, non? Ouais, alors en plus, la difficulté aujourd'hui, comme tu le soulevais, c'est aussi cet écart, l'écart de législation et de clarification du cadre juridique qui fait qu'aujourd'hui, on a des activités économiques qui se développent autour de l'utilisation de l'OSINT. Et l'outre-Manche et l'outre-Atlantique ne nous attend pas. Ouais, complètement. Et nous, on est un peu bloqués. On est entièrement bloqué même, je dirais. Enfin, moi, pour faire pas mal de salons à droite à gauche, un peu partout dans le monde, je vois le développement, hein, mais de certaines activités qui sont beaucoup plus rapides et même qui font de la levée de fonds en fait. Alors j'écoutais, il y a un podcast qui est paru récemment sur Radio France sur la partie cyber, et en fait ils interviewent Michel Vanderberg du campus cyber, et il y a un chiffre qui est hallucinant à mon sens, qui est en fait sur la partie des levées de fonds dans la cybersécurité. En France, en 2021, en fait, il y a eu 500 millions d'euros qui ont été faits en levée de fonds dans le monde du cyber, sachant qu'il y avait une entreprise qui ont levé 250 millions à eux seuls. Donc on peut dire 250 millions d'euros en gros de levée, par exemple en France en 2021 dans la cybersécurité. En Israël, c'est 8 milliards, Mm. et au US, c'est 14 milliards. Et en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, je vais à des salons, je vois les boîtes américaines, je vois les boîtes israéliennes, qui sont très bonnes, hein, vraiment, j'ai rien à dire. Mais je pense qu'ils ont beaucoup plus de facilité aussi sur ça. Après, il faut pas pleurer, il faut pas faire le Calimero. On a d'autres avantages en France qui nous permettent justement d'avancer et de faire des projets très intéressants. Mais voilà, il faut quand même qu'on commence à légiférer un peu sur ces problématiques et à avancer sur ces sujets. Parce Mais donner que un cadre de confiance pour vous permettre d'avoir une activité économique qui soit complètement, pérenne et qui soit légale, en fait, de manière très claire. complètement, mais même pour les forces de l'ordre, moi je bosse avec certaines forces de l'ordre qui me disent bah voilà, telle information, on n'a pas le droit de l'utiliser parce que dans notre dossier judiciaire, ce sera pas recevable. Alors que ça permet potentiellement d'incriminer une personne. C'est dommage en fait sur pas mal de choses. Mais à voir, j'espère que ça changera. Et il y a beaucoup de choses à faire aussi. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire au sein de osintfr.com sur la partie éthique. Qu'est-ce que l'éthique de l'osint? Mm. C'est-à-dire que par exemple, vous avez Bellingcat pour certaines investigations, ils achètent des données qui sont du recel en fait. Ils vont sur Mm. des bots Telegram, sur des salons Telegram russes, et par exemple, ils vont payer 300 roubles pour avoir les données de passeport de certaines personnes. Parce qu'il y a des personnes qui les revendent, qui bossent dans des administrations, qui bossent dans des banques, qui revendent les données. Ouais. Et Bellingcat dit oui, oui, mais c'est de l'osint, c'est accessible à n'importe qui, c'est pas cher, enfin, c'est de l'osint. Ok, je suis pas forcément d'accord sur ça. Et donc, en fait, je pense qu'il y a, à mon sens, un gros sujet à faire là-dessus, sur l'éthique et sur la frontière. Voilà, donc il y a pas mal de choses à faire. On a entendu ton appel. Euh, Merci. est-ce- on arrive à la fin du podcast. À quoi as-tu envie de dire non aujourd'hui? Dire non, c'est-à-dire autant en pro, en perso, en Peu quoi? importe, à quoi tu as envie de dire non aujourd'hui? J'ai envie de dire non au harcèlement en ligne et à l'assimilation de l'OSINT avec le harcèlement en ligne. C'est pas du tout la même chose. Ok. Ça, je refuse complètement. Et par contre, j'ai envie de dire oui complètement à faire de l'éducation populaire sur l'OSINT. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est en connaissant l'attaque qu'on arrive à savoir se défendre. Et à faire de l'OSINT sur soi-même, bah, c'est le meilleur moyen pour connaître ses vulnérabilités et donc pour les patcher et donc pour être protégé par la suite. Ok. Donc on peut citer Lao Tzu qui a dit connais-toi toi-même. Exactement, Très bien. exactement. Dans l'art de C'est la une guerre. excellente phrase de fin.
Parfait. Écoute, merci beaucoup, Sylvain, d'être venu, au micro de la robe numérique, nous présenter, Epiéos et puis, d'être venu présenter la communauté, osintfr.com. Tu reviens quand tu veux et on espère, que tu reviendras pour qu'on échange sur l'évolution du cadre légal autour de l'OSINT en France. Bah, merci beaucoup en tout cas Oriana, de m'avoir invité. Merci encore à Jean-Philippe Gaulier qui nous a mis en relation, je tiens à le souligner et avec grand, grand, grand plaisir, même si vous avez des questions, les auditeurs, si vous avez des questions, des remarques, je suis, joignable, très facilement sur Twitter par exemple, Navlys, Navlys_, ou alors, par LinkedIn, par mail, par ce que vous voulez. Grand plaisir avec grand plaisir pour débattre, de tout ça et encore merci Oriana en tout cas de l'invitation. Merci en tout cas, merci à toi et à bientôt. À bientôt, au revoir.